Suite du Grand Oral, je reçois Omar Youssef Soleiman. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, vous, l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Complices du Mal, publié donc aux éditions Plomb. Un livre qui vient à peine de sortir et qui est déjà célèbre parce qu'il a eu d'abord, avant sa sortie, une aventure judiciaire. Vous avez donc infiltré, on va en parler longuement dans cette émission, vous avez infiltré les milieux de la France insoumise, en particulier les moments des manifestations pour le soutien dans la cause palestinienne. Vous avez voulu, à travers cette enquête, on va en parler également, mettre au jour les démarches, les approches que vous qualifiez d'antisémites, d'antisionistes, et vous voulez donc l'établir à ce moment-là. Mais justement, la France insoumise, ayant été au courant donc de votre projet, a tenté d'empêcher la sortie du livre. Comment ça s'est passé ? D'abord, j'ai attendu que la France insoumise fasse une action judiciaire, par exemple, ou porter plainte, etc. Mais à la sortie du livre. J'ai pas attendu qu'il paniquait à ce point si rapidement. Alors, comment s'est passé? On a reçu, avec la maison d'édition, une lettre de mise en demeure pour avoir un exemplaire du livre dans 24 heures. Et donc, pour moi, c'était surprenant, parce que ça m'a renvoyé au souvenir, disons, cruel que j'ai vécu en Syrie parce que je travaillais dans le journalisme depuis quand j'avais 18 ans. Donc, en Syrie. Disons, en Syrie, voilà. Pendant j'arrive en France, j'avais 25 ans quand je suis arrivé en France. Donc pendant 7 ans, effectivement, chaque fois que j'ai publié une enquête, un article dans la presse, etc., l'ancien régime fasciste de Bachar el-Assad, soit il m'interpellait, soit j'étais harcelé, même parfois frappé dans les centres, ce que l'on appelle à l'époque les centres des services de renseignement. Donc pas de loi, pas de démocratie, pas de liberté d'expression, ça on le sait quand même. Eh bien, je fais pas la comparaison avec la France, bien sûr, mais avoir une telle lettre de mise en demeure pour écrire un livre de la part d'un parti politique dans la France de Paul Éluard, la France de Jean Jaurès, la France de la liberté d'expression. Mais là, c'est pas tant la laïcité, France, c'est plutôt la caractéristique oui, mais ça fait partie interne de ce parti qui parle de beaucoup de démocratie, mais qui en réalité, ce que vous dites, c'est qu'il ne la pratique pas. C'est pas une partie de la France, ça représente pas la France que je cherchais, la France dans laquelle je me suis réfugié, la France à laquelle j'appartiens. Mais néanmoins, c'est la France insoumise, c'est un parti politique. Effectivement, mais c'est un parti politique qui existe sur le territoire français quand même. Oui. Vous trouvez que par exemple, il ne devrait pas être autorisé avant qu'on entre plus précisément dans votre enquête et qu'on vous présente aussi à notre public, parce que votre parcours est absolument passionnant, interpellant et surprenant. Enfin, on a refusé d'envoyer un exemplaire du livre. Donc ils viennent, la France insoumise demande un exemplaire du livre avant la sortie. Avant la sortie. Pour censure, quoi. Absolument pour censure. Eh bien, quelques jours après, une fois qu'on a refusé d'envoyer un exemplaire, ils ont fait une action judiciaire. Puis il y avait un procès 48 heures plus tard. Eh bien, la justice a dit son mot final. Elle a dit que voilà, vous n'avez pas le droit d'avoir le livre avant sa parution. Et donc là, il a paru le 2 octobre, justement. Donc là, ils peuvent acheter un exemplaire et le lire, et on verra si j'invente quelque chose ou cette enquête basée sur des éléments factuels. Alors, effectivement, on va plonger dans l'enquête que vous avez menée, de ce que vous avez trouvé, ce que vous avez découvert, ce que vous avez constaté. Mais avant cela, comme je disais, au fond, le public souvent vous découvre, même si vous êtes déjà un journaliste expérimenté, un écrivain qui a publié plusieurs fois, notamment, on en parlera, un roman qui s'appelle Le Dernier Syrien, où vous racontez aussi un petit peu votre parcours. Vous avez été en Syrie, puis ensuite en Arabie Saoudite, et vous avez été radicalisé. D'ailleurs, vous avez même fait un texte qui s'appelle Le Petit Terroriste. Vous avez été un petit terroriste. Effectivement, oui, je fais partie d'une génération qui était manipulée, l'âge de son adolescence, par un discours, par une propagande diffusée majoritairement, largement au Moyen-Orient, sur Al Jazeera surtout, les chaînes Al Jazeera. Et ce discours incarnait Osama Bin Laden comme le héros qui allait sauver les pays arabes des méchants juifs et israéliens et des méchants
européens, des méchants occidentaux. Donc, bon, moi, quelle année, là, quand vous êtes à l'école, c'était vraiment le héros. C'est vers quelle année pour resituer? En Arabie Saoudite, oui. Moi j'étais entre 13 ans et 17 ans. Et donc, pendant à peu près presque 4 ans. Donc ça nous mène c'était à l'époque dans septembre. Ah oui, donc quelle année? C'était 1999 jusqu'à 2003. D'accord. Donc c'était pendant l'attentat de 11 septembre. Ce qui m'a sauvé plus tard de cette radicalisation et cette manipulation, c'est déjà la lecture, enfin, les lectures, disons, parce qu'à l'époque, je lisais, je suis tombé sur la poésie de Paul Éluard, traduit en arabe. Et cette poésie m'a bouleversé, vous voyez, m'a tellement aidé à réveiller. Et j'ai trouvé chez Éluard comme le héros qui a remplacé Osama Ben Laden. Autrement dit, j'ai remplacé la parole de prophète par la parole de poète. Voyez. Donc absolument, après, il y avait un long processus, un long chemin qui m'a sauvé. En particulier l'apprentissage de la langue, vous connaissiez déjà le français, vous saviez déjà parler français? Après, en entrant en Syrie, non, je ne parlais pas du tout le français avant de venir en France. Je suis arrivé en France en 2012, après avoir passé un an dans la révolution syrienne, cette révolution socialiste, cette révolution démocratique contre le régime fasciste de Bachar el-Assad. Et ceux qui ont attaqué cette révolution, ont détruit cette révolution, avant tout, ont collaboré, enfin, y compris le régime de Bachar el-Assad bien sûr, mais aussi les islamistes, qui ont profité de cette révolution pour appliquer leur propre agenda appartenant au Qatar à l'époque. Donc tous ces éléments m'ont motivé à écrire ce livre, oui. Parce que je ne veux surtout pas que la France qui m'a sauvé, qui m'a protégé, qui a sauvé ma peau, qui m'a donné la liberté d'expression, qui m'a offert la citoyenneté aussi, soit détruite comme les islamistes, ça détruite par les islamistes comme ils ont fait dans mon pays d'origine. Alors, vous avez commencé cette enquête quand? On revient maintenant à votre livre, Les complices du mal, votre infiltration au sein et votre enquête au cœur de LFI, notamment des manifestations qu'ils organisent. À quel moment vous commencez à rentrer à l'intérieur de ces manifestations et quel est l'événement qui vous déclenche, qui vous incite à le faire? C'était le 7 octobre, bien sûr, le massacre de 7 octobre. Mais il y avait un autre déclenchement, j'aimerais bien en parler, qui m'a pas, à l'époque, c'est pas ça qui m'a vraiment motivé à m'infiltrer. Mais c'est là où j'ai commencé à tenter, à remarquer une complicité entre l'extrême gauche française, enfin en France, et les islamistes. C'était en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, quand un type fou dans le métro parisien m'a pris comme un juif et a essayé de me tuer. Oui. Donc à ce moment-là, moi, je viens d'une famille musulmane. Vous avez été attaqué dans le métro parce qu'on vous prenait pour un juif? Moi, je viens d'une famille musulmane fanatique même, vous voyez. Donc, je n'appartiens pas à la communauté juive. Mais il m'a pris par un juif, etc. Donc, c'était tellement choquant parce que je viens de ce monde. Je viens de la Syrie, du Moyen-Orient, où le mot juif est déjà une insulte, vous voyez. Et du coup, je commence à tenter quelque chose. D'où ça vient cet antisémitisme? Pourquoi? Et à l'époque, j'habitais dans la banlieue parisienne. Et dans la banlieue, il y avait pas mal de gens, enfin, on parlait en arabe, ou à l'époque, en 2015, j'ai parlé encore un petit peu le français, et des imams radicaux que j'ai croisés plusieurs fois. Et ils étaient fans de Mélenchon. Voyez. Des islamistes fans de Mélenchon. Comment ils l'expliquaient? Justement, après, j'ai découvert que ces imams, pour eux, le Mélenchon, c'est le moins mal. C'est-à-dire, ils ne croient pas en démocratie, ils ne croient pas aux élections, à ces types, etc. Mais ils parlaient tout le temps de la France insoumise, de Mélenchon, pardon. Plus particulièrement, ils n'évoquaient pas un parti. Alors, je l'expliquais parce que Mélenchon se présentait comme... il se présente toujours comme la personne qui protège les musulmans en France des Français. Moi, je trouve que c'est terrible quand même comme discours séparatiste. C'est-à-dire, chez LFI, on ne parle pas de la France. On ne parle pas de la France comme... On n'aime pas la France tout court. On ne parle pas de l'appartenance à la République, à la laïcité, à la démocratie, à l'histoire française, vous voyez, à la douceur française, tout ça, à la culture française. Non, on répète jour et nuit, on vous protège les musulmans, il y a le danger, tous les musulmans sont et dans quel but, tués, etc. D'ailleurs, Mélenchon, pardon, Mélenchon n'était pas comme ça à l'époque. Hein.
On sait qu'il vient de la gauche mitterrandienne. Justement, il était pas comme sénateur, ministre, il y a tout un parcours qui a été fait. C'était juste le début, comme quoi que Mélenchon était vu de cette manière. Oui, et d'ailleurs, Mélenchon, il avait des propos, juste il y a quelques années, et des propos, selon les mesures mélenchonistes d'aujourd'hui, ils étaient des propos islamophobes, parce que Mélenchon était contre le voile, Mélenchon a dit que l'islamophobie n'existait pas, etc. Oui. Donc il a changé lui aussi. Pourquoi il s'est adapté à une, entre guillemets, clientèle politique? Absolument, parce que il a découvert plus tard qu'il n'était pas loin de gagner les élections de 2022. Il était à juste quelques centaines de milliers de personnes. Et il se disait, finalement, si les musulmans en France allaient voter pour moi, j'allais gagner. Et ça, d'ailleurs, on a les preuves aujourd'hui. Il y a des enquêtes qui prouvent que les musulmans, dans certaines communes, certaines villes en France, le nombre majoritaire des musulmans qui votent LFI. Et je profite juste là-dedans pour préciser que ce livre n'est pas contre les musulmans. Qu'à mon avis, la pire des choses qui peut arriver aux musulmans en France sont les islamistes et leur complicité avec l'extrême gauche et surtout Mélenchon. Alors on va bien sûr y revenir parce que c'est une question intéressante sur l'amalgame, l'essentialisation, justement, surtout quand on parle après le 7 octobre concernant les Israéliens et les Juifs. Mais tout d'abord, par rapport à votre enquête, qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce que vous voyez? Où vous allez? Quel type de manifestation vous choisissez et qu'est-ce que vous y voyez? J'allais quasiment toutes les semaines en 2024. Je me déguisais parce que qu'ils ne se reconnaissaient pas mon visage. Je me déguisais avec le kéfier, avec chaque fois j'utilisais un autre style, changer la couleur de ma peau, etc. Bref. Mais alors, ce que j'ai constaté, franchement, j'avais l'impression d'être en Syrie dans les années 2000, après avoir rentré de l'Arabie Saoudite. Et là-bas, oui, on était obligé de se manifester pour résister contre Israël. Oui. Pour la résistance. On soutenait le Hamas, on soutenait à fond, on soutenait Hezbollah. D'ailleurs, les photos de Hezbollah étaient toujours associées à celles de... Vous parlez de manifestations qui étaient obligatoires, où vous deviez participer. Bien sûr, on devait participer, soit pour soutenir le Hamas, soit pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, y compris Bachar al-Assad lui-même. Alors, allant dans ces manifestations organisées ici, place de la République en France, franchement, moi, mon cerveau, mon esprit, était se diriger directement vers la Syrie. J'étais pas en France. Et donc, pourquoi? Parce que ce que je voyais, c'est-à-dire, il est insupportable et inacceptable de voir une penderie soutenant le Hezbollah, très clairement avec les couleurs de drapeau de Hezbollah, en arabe, parfois en français. Le second, vous voyez, ça c'est très intéressant. Le 27 septembre, je me souviens très bien de cette manifestation, 2024. Quelques heures avant la mort de Hassan Nasrallah, qui était tué par Tsahal. Il y avait une manifestation en place de la République. Vous savez ce que les militants répétaient en arabe? Ils disaient Ya Sayyidi Mishan Allah, Ya Sayyidi Allah. C'est-à-dire ils s'oubliaient Hassan Nasrallah pour aller encore plus loin et éliminer Israël. Place de la République à Paris 2024. Et quelques instants plus tard, un raid israélien, une opération israélienne. Ça, c'est juste un petit exemple. Éliminer Nasrallah. Et moi, c'était horrible que chaque fois quand je sortais de ces manifs, je me suis dit, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible en France, en 2024, 2025, se trouve qu'on salue des terroristes, place de la République? Est-ce que parce qu'il y a toujours eu, historiquement, beaucoup d'intellectuels, et on en a invité certains, et d'autres encore l'établissent à travers des livres récemment, ils mettent au jour, au fond, une forme de fascination de la gauche française à l'égard des pays autoritaires, des régimes autoritaires, des dictatures. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous expliquez le fait que on permette à des populations de s'exprimer, ou c'est uniquement du clientélisme? Il est les deux. LFI a dépassé la fascination par... Regardez, il y avait une enquête dans Le Point, d'ailleurs, elle est sortie il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, sur les liaisons entre LFI et la Chine. Et la Chine, absolument. Là aussi, où il y a une tentative d'empêcher également... Mélenchon est fasciné par la Chine. Mais par rapport à l'islamisme, cette fascination a commencé, vous savez, dans les années 70, avec Khomeini. Enfin, là, on parle de la gauche, ça fait partie de l'histoire française. Cette fascination, parce que tout simplement, que Khomeini se présentait comme le résistant, il a manipulé la France et tout l'Occident, comme le résistant contre les capitalistes, toute la gauche
occidentale était ah oui, c'est le révolte. De retour en Iran, les premiers assassinés par Khomeini, c'était la gauche iranienne, le parti communiste d'ailleurs, Fodé à l'époque. Donc aujourd'hui, à mon avis, ils ont dépassé, les filles ont dépassé cette fascination pour partir, pour aller à une sorte de collaboration. Je vous donne un exemple très clair. Quand on voit par exemple le garde du corps de Rima Hassan, qui est aussi un militant très actif dans une association qui s'appelle Urgence Palestine. D'ailleurs, Urgence Palestine, elle est très courante, très présente, parce que les manifestations, la plupart des manifestations où ils sont allés, soit ils étaient organisées par la France Insoumise eux-mêmes, enfin les députés, soit par Urgence Palestine. Du coup, comment on peut accepter qu'une députée comme Rima Hassan, députée européenne, qui est censée représenter la France dans le monde entier, que son garde du corps est antisémite pourquoi vous dites que son garde du corps est antisémite je l'ai vu, c'est documenté. Vous l'établissez dans le livre? Évidemment, j'ai tout. Écoutez, moi je tiens à préciser d'ailleurs. Oui, parce qu'on pourrait se dire que vous êtes contre les islamistes, donc vous êtes dans une démarche idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous établissez tout ça, vous arrivez à documenter, à tout prouver? Il y a 2 points à préciser. Je viens du monde de gauche. Donc c'est ridicule de me dire que je viens je suis à l'extrême droite, récupéré par l'extrême droite, c'est sauf un moment aujourd'hui. Deuxièmement, je viens d'une famille musulmane. Et puis, effectivement, je suis apostat, mais j'ai des amis musulmans, des amis croyants. Ma mère, jusqu'à aujourd'hui, fait la prière, elle est tellement croyante. Donc qu'ils arrêtent de me dire que je suis islamophobe. C'est ridicule de dire ça moi aujourd'hui. Au contraire, je viens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La seule chose qu'on doit faire pour protéger les musulmans en France et dans le monde entier, c'est lutter contre les islamistes. Parce que les musulmans en France sont pris en otage. Et je pense que ce discours, c'est horrible et insupportable, ce discours. Alors, deux remarques par rapport à ce que vous dites. D'abord, c'est intéressant, le terme islamophobe, récemment, un rapport qui a été établi par le gouvernement français sur les, je cite, possibilités d'infiltration des frères musulmans dans la démocratie française, met au jour que le terme islamophobe a été forgé par les frères musulmans et introduit, injecté dans le débat public et journalistique qui a été repris. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez qu'on vous accuse de quelque chose qui a été créé par au fond des militants parce qu'en fait, ce terme islamistes eux-mêmes. L'islamophobie est inventée, à mon avis, par les frères musulmans pour créer un tabou en France pour se protéger. Vous voyez, c'est-à-dire on a homophobe, on a antisémite, mais là on a aussi islamophobe. Chaque fois qu'on critique n'importe quel détail concernant l'islam ou les islamistes, on est tout de suite automatiquement accusé par être islamophobe. Comme par exemple, qu'on critique le voile, qu'on critique, c'est pas n'importe quel sujet. Et figurez-vous que dans les pays arabes aujourd'hui, on est beaucoup plus libre de critiquer l'islamisme qu'ici en France. C'est très important de le tenter. Par exemple, en Égypte, regardez par exemple quand il y avait la loi contre l'abaya par Gabriel Attal. Mais alors pourquoi il y avait toutes ces manifestations en France, ces oppositions? Mais déjà là-bas est interdit dans les pays majoritairement musulmans. En Égypte, là-bas est interdit dans les écoles, dans les établissements scolaires. Mais quand même, donc, je veux dire que ça c'est un tabou utilisé comme un épouvantail, je veux dire, pour ne pas critiquer les États. Est-ce que vous considérez qu'il est difficile d'être musulman en France aujourd'hui? Parce que c'est aussi, on entend de la part des dirigeants communautaires musulmans qui considèrent que parfois, même vis-à-vis des incidents antisémites, eh bien, ils considèrent qu'ils sont moins mis en avant lorsqu'il y a des actions contre l'islam. Est-ce que vous considérez qu'il est difficile d'être musulman aujourd'hui en France? Je pense qu'il est difficile. Alors, quand on est musulman et on fait sa prière, on fait son ramadan, on pratique ses rites, vous voyez, tout seul, je me demande pourquoi c'est difficile. Non, c'est pas du tout difficile. J'ai des amis musulmans qui sont croyants, ils n'ont rien à voir, ils s'en fichent complètement de ce discours islamique. Il y a aussi cette demande depuis quelques années, à chaque fois qu'on assiste, c'est-à-dire qu'il y a eu des attentats qu'on a eu à subir de la part justement de mouvements islamiques, on entend notamment dans les milieux de la gauche, pas d'amalgame, ne mélangez pas, faites attention, séparez bien entre le vrai islam et les terroristes. Pourtant, depuis le 7 octobre et depuis la guerre à Gaza, là, l'amalgame, il est autorisé quand on dit chaque juif soutient Israël, chaque juif ou chaque Israélien est complice
ou cautionne la politique du gouvernement d'Israël. Donc c'est 2 poids 2 mesures pour l'amalgame? Parce qu'en fait, on se dirige, on est submergé malheureusement par la radicalisation. Et on est tout de suite, comment dire, encadré ou classé. Selon une communauté. D'ailleurs, c'est ridicule en fait de mélanger, c'est-à-dire comme c'est inacceptable de mélanger la religion en tant des rites individuels et un projet qui tente de changer les normes sociales en France, parce que la France est un pays laïque d'une histoire chrétienne, vous voyez. Alors, et d'ailleurs, il y a plusieurs aspects là-dedans. Être juif aujourd'hui en France, depuis le 7 octobre, moi, je me mets toujours à la place des autres pour comprendre. Être juif aujourd'hui, ça veut dire qu'on est en insécurité en France. C'est très clair. J'ai des amis juifs qui n'osent même pas prononcer leur nom pour ne pas être reconnus comme des juifs. Moi, je trouve que c'est affreux. Depuis quand en France J'ai des amis juifs qui sont en train de préparer les bagages pour partir, peu importe, pas forcément en Israël. Donc d'ailleurs, allant dans ces manifestations, comment on peut être juif en France et sans avoir peur de ces slogans, sans avoir peur. Le militant Rami Shaz, que j'évoque dans le livre, qui était emprisonné en Égypte par collaboration avec les terroristes, puis il vient en France. Il répète dans les manifestations le mot juif. Il dit pas israélien, il dit juif. Moi, je me demande comment on peut faire ça sans être puni par la loi. Rami Shaz, juste je termine là-dessus, dans une manifestation place de la République, il a dit les seuls porte-parole légitime pour le peuple palestinien sont ceux qui sont dans les tunnels de Gaza aujourd'hui, c'est-à-dire le Hamas. Donc il fait l'apologie du terrorisme. Donc comment je peux être juif en voyant ça sans avoir peur en France? Est-ce que vous considérez que la République, qui n'arrête pas de dire officiellement, et que l'on croit comme telle, nous protégeons les juifs, est-ce qu'elle est aujourd'hui capable de faire face à cette explosion de l'antisémitisme totalement décomplexé auquel on assiste? Si on veut dire le peuple français tel qu'il est, je pense que les Français sont capables de faire barrage à l'extrémisme, n'importe quel type d'extrémisme. Mais si on compte uniquement sur nos dirigeants, pas toujours. Pas tous nos dirigeants sont capables, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils craignent, il y a de la naïveté. Peur, il y a de la naïveté. Il y a la lâcheté. La lâcheté. C'est la peur le refus de se confronter à une autre partie de la population. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu que la cohésion nationale. Aujourd'hui, on a perdu le boussole. On n'est plus à l'époque de Charles de Gaulle, malheureusement. Vous voyez. On n'est plus à l'époque. Ça fait des années, des dizaines d'années que les nouvelles générations n'ont pas vécu une crise, n'ont pas vécu une résistance. Et on pense que les valeurs dans lesquelles on vit, c'est-à-dire la laïcité, la liberté d'expression, elles peuvent continuer sans résister. Or, aucune nation, pour garder ces valeurs, sans lutter et sans résister. Oui. Et je pense qu'on a perdu aussi le sacrifice pour les autres. C'est-à-dire on a perdu aussi un petit peu, je parle des dirigeants, on a perdu le courage d'aller plus loin, affronter, vous voyez, aller plus loin et faire barrage tout le temps à tous les extrémistes. Alors, ce qui pourrait peut-être faire, apaiser les tensions, redonner un peu d'espoir et remettre un peu de capacité de dialogue dans tout cela, ce sont des évolutions sur le terrain au Proche-Orient. Vous êtes syrien d'origine, on entend beaucoup parler d'un rapprochement possible, de négociations, de discussions, d'un accord sécuritaire qui pourrait se signer entre la Syrie et Israël, la Syrie qui pourrait rejoindre le camp des accords d'Abraham. D'après ce que vous voyez de l'évolution actuelle de votre pays, ou d'origine, en tout cas la Syrie, c'est une évolution possible ? Je pense qu'il est possible, d'ailleurs c'est en démarche actuellement, de faire un accord de sécurité entre la Syrie et Israël. Mais quand la Syrie rejoint l'accord Abraham, je ne crois pas que ça va être bientôt. Je suis rentré en Syrie le mois de janvier dernier, après 13 ans d'absence, depuis mon refuge ici en France. Qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous comprenez du nouveau leader? Justement, les nouveaux leaders sont extrêmement manipulateurs. Il y a une distance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Par exemple, j'ai rencontré plusieurs d'ailleurs, parce que je suis entré dans une mission pour le journal Le Point à l'époque. Et j'ai écrit plusieurs reportages, donc j'ai rencontré ces dirigeants dans ce cadre. Et j'ai parlé avec beaucoup de Syriens de tous les niveaux, enfin, je veux dire les niveaux sociaux. Et donc, ou des appartenances, etc., des chrétiens, des laïcs, des druzes, des sunnites, etc., des alaouites. Ce que j'ai tenté, c'est qu'il y avait de la peur surtout par rapport à la liberté individuelle. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Quand on a peur, par exemple, de mettre une short, quand on a peur de
d'enlever le voile. Quand on aborde de marcher avec une femme, parce qu'il y avait beaucoup d'agressions. Mais pourtant, il y a actuellement un processus démocratique qui est en train de se mettre en place. On a vu des manifestations. Vous n'y croyez pas ou c'était que pour les médias? On avait des manifestations. Oui, il y avait, bien sûr, il y a beaucoup de Syriens qui sont pour la démocratie, effectivement, mais elle n'est pas du tout appliquée actuellement. Elle est où là, cette démocratie? Ce nouveau pouvoir, ils ont fait leur propre constitution, ils ont fait leur propre pouvoir. Là, ils sont en train de faire leur propre assemblée nationale, leur propre parlement. Donc, c'est une nouvelle dictature islamique. C'est encore plus grave, vous voyez. Donc, je ne crois pas qu'il y aura une démocratie, bientôt une démocratie en Syrie. Et par rapport à Israël, je ne pense pas qu'il y aura un affrontement. Hein. Il y aura, au contraire, il y aura parce que tout simplement, ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité d'attaquer l'État hébreu. D'ailleurs, le lendemain de la chute de Bachar al-Assad, dans ma ville natale, à côté de Damas, Bel Kotaïfa, il y avait une manifestation, disait attendez juifs, l'armée de Mohammed arriverait. Je rappelle votre livre, Les complices du mal, chez Plomb. Omar Youssef Soleiman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.